Voilà, merci beaucoup Monsieur Bardella d'être avec nous dans le World Impact Summit. J'ai commencé avec tous les leaders de partis, donc il n'y a pas d'exception à faire sur une question politique. C'est compliqué pour le RN en ce moment. Après la décision, les réquisitoires, quel est votre état d'esprit? Comment vous voyez les choses pour votre parti? Bien, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Commence très loin de la question environnementale et question politique question pour tout le monde, Monsieur Bardella. Écoutez, nous affrontons une période judiciaire qui est une période difficile, dans laquelle nous efforçons de nous battre, de prouver notre innocence dans le cadre de cette procédure d'appel. Et de toute manière, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne à l'issue de ce procès, nous serons évidemment présents sur la grille de départ de l'élection présidentielle. Je souhaite que Marine Le Pen puisse porter nos couleurs, parce que nous sommes aujourd'hui donnés gagnants à la fois d'une potentielle élection présidentielle, à la fois d'élections législatives. Je crois que les Français ont besoin d'une alternance et que le courant d'idées qu'on porte en France s'impose chaque jour dans le cœur des Français. Je crois qu'il y a un besoin d'apaisement, d'unité dans le pays et que ça doit se faire autour de cette fierté française. Le pays a besoin de changements sur la politique économique, sur la politique sécuritaire, sur notre capacité à mieux nous défendre sur la scène européenne et sur la scène internationale. Et nous nous efforçons, nous, de porter ce combat. Donc nous sommes sereins. Le combat judiciaire, ça fait partie du combat politique. Et nous travaillons activement à préparer les prochaines élections. Voilà, je ferme la parenthèse politique parce que vous n'êtes pas venu pour parler politique, parce qu'on a beaucoup envie de vous entendre au RN parler d'écologie. Hein. A priori, c'est pas un domaine où on vous entend tout le temps sur ce sujet. Alors Pierre, peut-être on commence aussi par le sondage. Absolument. Et on fait réagir Monsieur Bardella sur notre sondage auprès de 5000 personnes tout à fait. Donc, en France. Le World Summit a commandé un sondage sur les territoires auprès de 5000 Français. Et on a des résultats, et un des résultats les plus intéressants est que 35% des Français estiment que la protection de l'environnement, et ce qu'il y a de plus important, c'est le premier enjeu. Qu'est-ce que ça signifie, la protection de l'environnement pour vous ? Alors, je vais répondre à vos deux observations. D'abord, l'observation de M. Revel sur notre rapport à l'écologie, et puis évidemment, je vous dirai un mot de ce résultat. D'abord, je pense que l'écologie est dans le cœur des Français une valeur universelle. Je pense qu'on a tort de considérer que le défi environnemental, que la question écologique, elle n'appartient qu'à un seul camp politique, et en l'occurrence qu'elle n'appartient qu'à la gauche. Je pense que le peuple français est écologique, je pense que l'écologie, c'est d'abord et avant tout l'amour du beau. C'est la science par laquelle, d'abord, on a conscience de la fragilité du monde qui nous entoure, et l'envie de transmettre notre pays, nos paysages, notre patrimoine vivant, encore plus riche et encore plus beau aux générations futures. Et c'est vrai que cette conscience écologique, elle est encore plus prégnante dans le contexte du réchauffement climatique que nous vivons, et qui n'en est évidemment qu'au début du commencement. Donc je crois que les Français sont profondément attachés à la valeur écologique, ils sont profondément attachés à leur environnement. La France est l'illustration même de la richesse de ce mot de patrimoine vivant, parce que nous avons un pays qui est riche de ses paysages, de ses champs agricoles, de ses montagnes, de ses dunes, de ses villes, de ses villages, a créé un lien particulier entre les Français et leur territoire. Et donc il est bien naturel que les Français y soient attachés et qu'ils aient envie de le transmettre aux générations futures, et notamment à leurs enfants et à leurs petits-enfants, dans un contexte où le monde paraît de plus en plus incertain. Vous avez l'impression que c'est une sensibilité nouvelle au RN, l'écologie, ou bien peut-être même à vous, à titre personnel, comment vous vivez, j'allais dire, au quotidien, cette façon votre sensibilité à l'écologie. Parce qu'encore une fois, et je vous remercie d'être là, parce que c'était pas si simple de vous entendre sur ces questions-là, me semble-t-il. Donc est-ce que c'est nouveau, et comment vous, au quotidien, vous vivez de manière plus écologique, peut-être? D'abord, moi j'ai 30 ans. Et donc, par conséquent, j'appartiens à une génération qui est peut-être plus soucieuse et plus sensible à cette question du réchauffement climatique.
Et puis comme responsable politique et notamment comme député européen, on est confronté à la réalité économique, notamment sur le terrain. On voit chaque jour dans nos échanges avec les agriculteurs que par exemple la question de l'eau, la question du stockage de l'eau, la question des sécheresses dans un certain nombre de départements français, notamment dans le sud-ouest, est désormais un enjeu prégnant. Il suffit de regarder la multiplication des épisodes de canicule chaque année pour se rendre compte qu'on est encore une fois, comme je viens de le dire, au début d'un commencement qui est aussi le défi de notre génération, et la France doit évidemment y prendre sa part. On a la chance de vivre dans un grand pays, dans une grande économie qui s'appelle la France, qui a fait, de par le temps, des efforts considérables pour réduire son empreinte carbone, pour réduire ses émissions de CO2. On l'a fait notamment sur le plan de l'énergie, avec le nucléaire. Les émissions pour l'énergie, c'est 10% de la totalité de nos émissions, c'est 25% en Allemagne, 25% aux États-Unis, et ça on le doit en grande partie aux efforts qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale pour nous doter d'un système, d'un parc nucléaire qui nous permet d'avoir une énergie non seulement décarbonée, et donc il faut évidemment aller beaucoup plus loin dans l'électrification de nos usages, mais qui nous permet aussi d'avoir une électricité qui est parmi les moins chères. Jordan Bardella, avant d'Europe. que Pierre j'ai une question un petit peu entre tout cela. La transition écologique, c'est le thème de notre entretien. Ça coûte de l'argent, à l'État, aux entreprises. Vu le niveau d'endettement du pays, vu parfois les difficultés pour les entreprises aussi, pour les plus vertueuses, à lever de l'argent sur les marchés financiers, est-ce que cette transition écologique, pour vous, elle est avant tout liée à l'assainissement aussi des finances publiques françaises? Non, mais on va pas se mentir, tout est lié à l'assainissement des finances publiques. Ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens, et si on veut demain remettre le pays sur le chemin de la croissance, et en l'occurrence de la croissance verte qui nous est permis par l'énergie nucléaire, il faut évidemment qu'on fasse des efforts considérables pour réduire la dépense publique, pour dépenser beaucoup moins, pour ensuite prélever beaucoup moins d'impôts sur nos compatriotes, et notamment sur nos entreprises. Moi, je crois profondément que l'écologie et le progrès sont des combats qui sont parfaitement conciliables. Le problème, me semble-t-il, est que la perception que beaucoup de nos compatriotes et que beaucoup de nos concitoyens ont de l'écologie est une perception à la fois punitive et décroissantiste. C'est-à-dire que quand on regarde les combats écologistes des dernières années, on se souvient que, par exemple, la multiplication des plateformes, des portiques écotaxes sur le territoire français sous le quinquennat Hollande a amené à des révoltes très importantes avec les bonnets rouges à l'époque. On a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré sur l'augmentation de la fiscalité sur le carburant, et puis on voit la gronde notamment d'un certain nombre de gens, et notamment des automobilistes, sur la question des ZFE qui visent en fait à exclure les automobilistes qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques des grandes villes. Et donc tout cela est non seulement mal fait, mais donne le sentiment d'une vision politique décroissantiste et négative de l'écologie. Or moi je crois dans une écologie qui est raisonnable, qui est praticable, et il faut regarder les faits, il faut regarder la science. Un exemple très concret, la moitié des émissions de CO2 de la France et un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne est liée à nos importations. Il y a 60 000 supertankers qui traversent la planète. Un supertanker, c'est l'équivalent en termes de particules fines émises de l'intégralité du parc automobile français. On en a 60 000 qui traversent la planète. Donc, pour moi, on ne peut pas dissocier l'écologie de la croissance verte. Et donc, on a besoin de relocaliser, de recréer des conditions, notamment sur le plan normatif et sur le plan fiscal, pour rapatrier les usines et pour rapatrier les lieux de production. Et il faut non seulement réindustrialiser, il le faut avec du nucléaire, mais je ne crois pas, moi, à un pays sans usine. On a besoin de produire. Et pour produire, il faut le patriotisme économique, il faut le recours au circuit court. Et moi, par exemple, je défends, et je l'ai défendu pendant les élections européennes, la possibilité de faire du patriotisme économique dans les marchés publics. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple, dans la restauration collective, c'est-à-dire dans les cantines des collèges, des écoles ou des lycées, on a plus de 60% du bœuf qui est consommé par nos enfants qui est d'origine importée. Et pendant ce temps-là, vous avez des milliers d'agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail parce qu'ils subissent une concurrence déloyale et un excès de normes. Donc il faut évidemment que ceux qui produisent sur le sol français puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics. Et donc moi je milite pour que on s'appuie sur les faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui une grande partie de nos émissions vient de nos importations, et donc il faut relocaliser et il faut avoir un mot d'ordre pour notre économie, c'est produire, produire et produire. Au milieu de tout ça, il y a les questions du prix, parce que est-ce que ça permettrait de garder les mêmes prix? Est-ce que vous pensez que la transition écologique serait accessible aux Français
avec cette approche et cette méthode? Mais les Français, d'abord, les Français, ils sont prêts. Mais il faut se Mais est-ce rendre qu'ils peuvent? compte que- Est-ce qu'ils ont les moyens? Mais je vais vous donner un exemple très, très concret. Moi, je me suis battu au Parlement européen contre le pacte vert, parce que je considère que le pacte vert est très loin de l'idée que je me fais de l'écologie, et en réalité, en multipliant les normes sur les entreprises françaises et sur l'industrie européenne, non seulement on empêche nos agriculteurs et nos entreprises de produire, on se rend dépendant des importations à des produits qui viennent du bout du monde et qui sont fabriqués dans des standards sociaux, économiques, qui ne respectent aucun des standards qui sont imposés à nos chefs d'entreprise et à nos salariés sur le sol français et sur le sol européen. Et ensuite, ça renchérit le coût des produits. Regardez par exemple la décision qui a été prise de bannir la fabrication de moteurs thermiques neufs à l'horizon 2035 sur le continent européen. On s'est aperçu que c'était tellement dur pour l'industrie européenne que non seulement c'était pas crédible, qu'on a perdu 40 000 emplois dans la filière automobile, mais qu'on se rend dépendant des véhicules chinois qui sont fabriqués dans des conditions, là encore, écologiques, qui sont très éloignées du niveau qui est aujourd'hui appliqué à l'économie française et à l'économie européenne. Donc je veux juste dire que la politique écologiste telle qu'elle est menée, elle contribue précisément à affaiblir le pouvoir d'achat de nos compatriotes parce qu'elle renchérit les prix des carburants, parce qu'elle renchérit le prix des voitures, parce qu'elle renchérit le prix de ce qu'on a dans nos assiettes. Donc c'est là où je vous dis que l'enfer est pavé de bonnes Jordan intentions. Bardella, sur la question du mix énergétique, c'est important aussi, me semble-t-il. Vous avez commencé à aborder la question du nucléaire. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce mix énergétique entre l'éolien, le solaire, peut-être même l'hydrolien, hein. On a aussi des barrages Absolument. qui Et des sont entreprises capables. Françaises des Voilà, startups de talent l'hydrolien. dans le domaine. Quel est le mix énergétique optimum pour vous? Bon, d'abord, je pense que on ne peut pas faire sans assumer une conviction et un engagement très fort dans le nucléaire. Parce que le nucléaire est aujourd'hui l'énergie la plus décarbonée qui permet à la France d'avoir, en matière énergétique, un des systèmes les plus propres au monde. Donc le mix énergétique, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français, c'est ce qui est fait depuis des années. On a sous-investi dans le nucléaire. On a fermé Fessenheim, on a abandonné le projet Astrid, qui était un projet innovant pour promouvoir une nouvelle génération de matériaux nucléaires, et notamment avec des déchets qui soient beaucoup plus propres et beaucoup plus respectueux de l'environnement. On a besoin de renouer avec l'innovation. Je pense que l'économie française meurt en réalité du principe de précaution à outrance tel qu'il est en pratique depuis plusieurs années. Et donc, dans notre mix énergétique, on a besoin d'un engagement très fort sur le nucléaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on prolonge la durée de vie de nos centrales nucléaires à 80 ans, un peu sur le modèle américain, et qu'on passe immédiatement ensuite derrière sur des réacteurs de nouvelle génération qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus propres et beaucoup plus pertinents pour permettre à la France de retrouver une industrie et de faire baisser la facture de nos compatriotes. Vous approuvez Ensuite, donc, depuis le discours de Belfort du chef de l'État, la relance du nucléaire dans notre pays? non mais le chef de l'État, il a changé 25 fois d'avis sur le sujet du nucléaire comme sur beaucoup de sujets. Et encore une fois, les choix qui ont été faits sous le quinquennat 2017-2022 ont fait beaucoup de mal au système énergétique français, je le crois. Ensuite, il faut évidemment du renouvelable. Moi, j'ai de très grande réticence sur le renouvelable intermittent, parce que par définition, vous ne pouvez pas le maîtriser, et c'est la raison pour laquelle je considère que l'éolien, qui est aujourd'hui sursubventionné, n'est pas un gage d'efficacité dans le mix énergétique, parce que par définition, vous dépendez du vent, et que l'énergie ne se stocke pas, donc on est obligé de la brader à bas coût à nos partenaires Il y a des solutions de européens stockage qui notamment, commencent à apparaître. qui commencent à apparaître, qui ne sont malheureusement pas des solutions souveraines et des solutions françaises, mais grâce au deuxième espace maritime mondial, on peut réfléchir évidemment à de nouvelles formes d'énergie. Vous avez cité l'hydrolien, je pense que c'est un chantier qui mérite d'être poussé, qui avait été développé un temps par EDF. En revanche, je suis résolument opposé aux éoliennes offshore. Et je crois qu'il faut monter en puissance aussi sur l'hydraulique, et notamment sur la montée en puissance de nos barrages, en refusant d'abord la privatisation qui est proposée par la Commission européenne, et ensuite en défendant des solutions qui soient purement Alors Pierre, dernière question sur l'agriculture, parce qu'on est à quelques Pardon, semaines, justement, mais je vois on est à quelques semaines du salon de l'agriculture. C'est important. Le photovoltaïque, vous êtes pour ou contre? C'est d'ailleurs une solution qui est de plus en plus utilisée avec l'agroécologie par les agriculteurs pour avoir des compléments de revenus. Absolument. Et alors, les mesures en matière d'écologie et de transition? D'abord, les agriculteurs sont, en tout cas ceux que j'ai pardon. pu rencontrer, sont très friands de ce type de système, puisque ça vous permet en fait, moyennant une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, notamment de vos fermes, d'avoir d'ici à 10 ans en fait des revenus qui soient des revenus, c'est la moyenne d'amortissement des revenus complémentaires. Encore une fois, le photovoltaïque aurait dû être soutenu.
Or, en laissant la concurrence chinoise, en refusant tout droit de douane sur les produits chinois qui sont rentrés dans notre économie, sur le sol européen et sur le sol français, a entraîné la mort des filières de photovoltaïque. Donc, moi, je veux juste que, dans le cadre de la mondialisation, on utilise pour protéger nos entreprises, pour aller vers le progrès, pour aller vers la croissance verte, les mêmes armes que celles qui sont utilisées par nos partenaires. C'est vrai sur la défense, c'est vrai sur le commerce, c'est vrai sur la question environnementale. Si on avait mis des droits de douane, comme nous le proposions à l'époque, sur le photovoltaïque pour protéger les filières françaises, comme le font toutes les grandes économies du monde, on aurait aujourd'hui une solution souveraine en la matière. Et malheureusement, aujourd'hui, sur cette solution, on est dépendant de la Chine. Très rapidement, Jordan Bardella, sur l'agriculture, on a quelques semaines du salon de l'agriculture. On entend les agriculteurs qui disent nous, on nous laisse pas nous battre à armes égales. Nous, on emploie plus de pesticides que d'autres emploient. On importe des produits qui sont produits avec des pesticides. Quelle est votre position sur une agriculture plus verte ? Je vais attendre que la musique s'arrête. Oui, ça veut dire qu'on a dépassé de 29 secondes, ça va. Non, mais très rapidement, il faut avoir conscience que ce qui est en train de se passer sur l'agriculture, c'est un choix de civilisation. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y a un agriculteur sur 2 qui va arriver en retraite. Si on ne change pas la politique agricole aujourd'hui, dans 10 ans, il n'y a plus une seule exploitation agricole en France. Or, moi, je tiens à la souveraineté alimentaire. Pour ça, il faut se donner les moyens, évidemment, de produire. Je pense qu'il y a beaucoup trop de normes sur l'agriculture et qu'en réalité, on est en train de se tirer 2 balles dans le pied, notamment à cause des réglementations européennes, mais à cause du zèle que fait la France. Le bon exemple, c'était sur l'acétamipride. C'est-à-dire qu'on a là un produit qui est autorisé dans tous les pays de l'Union européenne, tout sauf un, la France. Donc, on voit bien que même là, en essayant d'être plus propre que propre, eh bien, en réalité, on crée les conditions d'une décroissance sur le sol français. Donc nos agriculteurs, ils veulent pouvoir vivre de leur travail, ils veulent pouvoir être protégés de la concurrence déloyale, ils veulent la paix fiscale et ils veulent surtout qu'on les laisse bosser sans les asphyxier de paperasse, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un agriculteur, vous passez 2 jours de la semaine à remplir des papiers et à remplir des formulaires, et ça, c'est plus possible. Merci beaucoup, Merci Jordan Bardella. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.